Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue. Paix et sécurité au Mali, qu'est-ce qui doit changer? C'est le thème du grand dialogue de ce soir. Auditeurs et téléspectateurs, chers invités, bonsoir à toutes et à tous. Plein de questions et des chercheurs pour y répondre. Pourquoi l'insécurité persiste-t-elle au Mali? L'accord pour la paix, on va en parler également. Et nos invités sont Niagalé Bagayogo de African Security Sector Network, André Bourgeot, directeur de recherche du CNRS de Paris, et Abba Kassambara, coordinateur de GVive Mopti au téléphone. Je suis Mohamedou Touré, je le disais tout à l'heure. Bienvenue à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. La première question à vous, Madame Bagayogo. Aujourd'hui, par rapport à la situation sécuritaire au Mali, pourquoi cette insécurité persiste-t-elle? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? À mon avis, cette insécurité persiste parce que différents types d'acteurs, bien entendu en premier lieu des groupes armés islamistes radicaux, mais aussi des groupes ayant des prétentions territoriales ou autonomistes, des acteurs criminels, des groupes d'autodéfense ou des forces de défense et de sécurité influent sur cet environnement et répondent en réalité, sont la traduction du caractère insurrectionnel de celui-ci, dans la mesure où ce qui est en jeu dans toutes ces formes de contestation, c'est la remise en cause d'un modèle d'État qui est perçu comme ayant failli à de nombreux égards, que ce soit en matière de sécurisation, bien entendu, mais également en matière de démocratisation, de décentralisation, de développement, d'urbanisation, d'éducation également. Donc, voilà pourquoi, à mon avis, l'insécurité non seulement perdure, mais en réalité s'étend parce que ses racines sont extrêmement profondes et non pas uniquement de nature purement sécuritaire. Du nord au centre, en passant par le sud et les victimes qui continuent d'augmenter. André Bourgeot, qu'est-ce qui explique cette augmentation du taux d'insécurité dans le pays selon vous? Ma première interprétation serait la suivante. Je crois que c'est la démonstration que ces groupes armés salafistes djihadistes sont particulièrement bien implantés sur l'ensemble du territoire malien. C'est un constat que je peux faire déjà depuis aussi le coup d'État du 18 août 2020. Ça n'a cessé que de s'aggraver. C'est-à-dire c'est les capacités aussi de restructuration de ces groupes armés qui ont des capacités d'adaptation redoutables. Je dis bien redoutables. L'élément nouveau aussi, c'est que maintenant, ils utilisent une technologie largement supérieure à celle qu'ils utilisaient jusqu'à maintenant. C'est plus simplement des attentats avec des explosifs artisanaux. Ils ont maintenant aussi du matériel militaire extrêmement important. Ça, c'est le premier constat. Le second constat, j'observe que aussi du côté des autorités politiques et militaires maliennes, il n'y a pas beaucoup de décisions de nature politique qui va à l'encontre de ça. Est-ce qu'ils en ont les moyens? Donc on retombe sur le problème, je ne fais pas de l'amalgame, mais on retombe sur le problème, sur les conditions d'application du contenu des accords de paix. Vous avez posé la question, qu'est-ce qui se passe dans le septentrion? Bon, il faut quand même mentionner que lors du congrès du HCUA, du Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad, il y a eu un défilé militaire avec du matériel militaire extrêmement important, je dis bien extrêmement important, et une partie de ce matériel militaire était du matériel djihadiste. Ça n'a jamais été démenti. Donc ça prouve aussi qu'il y a des relations peut-être pas de type organique, mais des relations quand même ponctuelles qui se font avec les groupes armés salafistes djihadistes. Dans ces circonstances-là, c'est pas surprenant qu'il y ait une prolifération de ces groupes, du tout. Ces groupes qui sèment la terreur sont très bien implantés, dites-vous, mais est-ce qu'ils sont plus engagés, plus motivés dans leur combat que les acteurs qui sont engagés à lutter contre eux? La grande différence, c'est qu'il y a des gens qui agissent au niveau des convictions de nature divine, alors que les autres, vous faites référence aux militaires maliens et aux militaires étrangers, je pense que c'est ça votre référence, ne sont pas du tout impliqués de la même manière. Si vous écoutez la traduction des bandes de Koufa, c'est très très clair. La motivation, les conditions de recrutement de ces jeunes ne se font pas sur des critères théologiques, ni sur des critères idéologiques. C'est un ensemble d'autres critères qui font
Ensuite, il y a des processus d'endoctrinement très forts, notamment chez le groupe des Moudjahidines. Le groupe des Moudjahidines, il y a une division du travail très élaborée au sein de ces groupes salafistes-là. Donc, effectivement, eux, la légitimation de leur engagement, c'est Dieu. Ils vont dans le sens de la notion de martyr, c'est pour Dieu. À partir de ce moment-là, il y a une inégalité d'intervention et puis de motivation qui est complètement différente. Vous avez affaire à une armée qui est payée, et là-bas, vous avez affaire à des gens qui sont sûrs, s'ils tuent des civils, ils sont sûrs d'aller au paradis où il y a 30 vierges qui les attendent. Comment voulez-vous? C'est des croyances complètement intériorisées et complètement pensées. Donc ça marche comme du petit pain. Et ensuite, c'est légitimé par le fait que la République, telle qu'elle est conçue actuellement, donc l'organisation du politique par une République laïque, c'est pas du tout le cas. Pouffa dit très clairement ce qu'il veut, une République divine, de nature divine. C'est pas simplement une République islamique, c'est une République qui applique la charia salafiste, pas n'importe quel type de charia. Et il dit que la charia doit être pour lui le 5e fondement de l'islam. Donc face à ça, qu'est-ce que vous voulez faire? Abba Kassambara, vous êtes à Mopti, une région qui se trouve au centre du Mali, frappée par l'insécurité. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les populations de Mopti ont l'impression que la situation s'améliore positivement ou qu'elle s'empire de jour en jour? Oui, je vous reçois d'abord un peu mal. Je ne sais pas si c'est... Vous avez entendu la question? Oui, j'ai entendu la question, mais le volume est très faible. D'accord, les techniciens vont trouver une solution à cela, mais vous pouvez déjà commencer à répondre. Ok, d'accord. Donc, je salue mes co-débatteurs et je salue tous les auditeurs. Et je salue également le studio Tamani pour vraiment leur œuvre pour la paix. Et ici, dans la région de Mopti, la situation va de pire en mal. Donc, vraiment, on ne sait même pas à quel sens se trouver. Parce que chaque jour, c'est des événements, chaque jour, c'est des morts qui sont comptés, chaque jour, c'est des victimes, c'est des enlèvements, on ne sait même pas quoi dire. Maintenant, depuis qu'on entendait ça loin, maintenant, c'est devenu même interurbain, c'est devenu urbain. Et d'ailleurs, partout, ça ne va pas, sécuritairement, sur la situation sécuritaire. La population, vraiment, même quand tu applaudis derrière quelqu'un, il a peur. Est-ce que vous pensez que la présence des forces de sécurité dans la zone rassure les populations? Pour le moment, non. Au contraire, parce que les gens se posent même la question pourquoi la présence de toutes ces forces de sécurité et que les choses vont de pire en mal. Il y a nos FAMA qui sont là, il y a la MINUSMA, il y a les forces ECAP, les forces internationales qui sont là, Barkhane est là. Mais malgré tout, les choses s'empirent de jour à jour. Voilà, et les gens, je vous avoue que même aujourd'hui, il y a un grand rassemblement qui est prévu à Sévaré pour dire non à la construction de la cellule antiterroriste à Sévaré. Donc, ça veut dire que les gens en ont marre de ce qui se passe. On ne voit rien de concret vraiment qui se construit pour le retour de la paix et la sécurisation des personnes et de leurs biens, en tout cas pour ce qui concerne la région de Mopti. Vous avez posé une question qu'on va adresser à Niagalé. Pourquoi, malgré la présence de toutes ces forces, la situation sécuritaire continue de se détériorer? Il me semble qu'il y a plusieurs éléments de réponse à cette question. Le principal étant que l'instrument militaire ne peut absolument pas être l'unique réponse pour gérer une crise dont les racines, comme je disais, sont multidimensionnelles. Il y a la nécessité aujourd'hui de mettre cet instrument militaire, dont l'usage est absolument indispensable, bien entendu, au service d'une stratégie politique, au service d'une stratégie de résolution de la crise qui place la sécurité des populations au cœur de son approche. Parce qu'aujourd'hui, et le témoignage que nous venons de recevoir le confirme, les populations civiles sont les premières victimes des violences perpétrées par différentes catégories d'acteurs. Et aujourd'hui, il est absolument indispensable qu'une confiance soit rétablie entre ces populations et les forces de défense et de sécurité qui, pour cela, doivent avoir à la fois un comportement irréprochable sur le terrain, apparaître de manière indubitable
comme protégeant les populations, afin que les doutes décrits n'aient pas cours, et d'autre part, irréprochable en termes de gouvernance également, parce que l'opérationnalité de forces armées ne peut pas se mesurer uniquement à leur capacité en matière de combat, puisqu'on voit très bien que ces groupes ont aussi et avant tout, en réalité, un projet politique qu'ils défendent et qui réussissent à faire progresser, un projet en termes de mœurs, un projet en termes d'organisation sociale, un projet en termes de gestion des ressources naturelles. Et c'est à ça qu'il faut être en mesure de répondre, bien entendu aussi en utilisant l'instrument militaire, mais pas uniquement. À entendre Abba Sambra, André Bourgeot, les populations de Mopti s'interrogent aujourd'hui sur l'utilité de la présence de ces forces armées de sécurité. Selon lui, elles vont jusqu'à manifester contre la mise en place d'un centre, d'une cellule de lutte contre le terrorisme. Non, je pense qu'ils font référence au fait qu'il y a eu un certain nombre d'exactions qui ont été commises par les FAMA. Donc ils ont de ce fait-là une image qui n'est pas particulièrement positive. D'autant qu'il y a un amalgame qui se fait d'une manière complètement systématique, ça veut dire intériorisée. Tout ce qui est Peul est nécessairement djihadiste. Ça fonctionne très très bien au niveau idéologique. C'est l'amalgame qui se fait. Donc les exactions qui sont commises, c'est un peu partout dans l'espace saharo-sahélien. Les militaires commettent des exactions sur les populations civiles. Maintenant, le deuxième aspect de la question que vous soulevez, pourquoi, ça c'est quand même un élément nouveau qui se systématise, c'est du côté des groupes armés salafistes djihadistes, ils font des actions sur les populations civiles. Mais Koufa, il est très clair là-dessus. C'est leur moyen de communication pour que l'on parle d'eux. S'ils continuent leur petit truc en plaçant des mines sur les trucs, ça c'est fini. Ils ont fait ça pendant 1 an ou 2 ans, il faut qu'ils se renouvellent. Et le renouvellement, malheureusement, c'est de s'attaquer à des civils qui ne sont responsables de rien du tout. Donc c'est ça de la com, parce qu'on parle avec eux. Donc c'est un islam business qui est bien connu, hein. C'est un islam business qui est légitimé par la dimension religieuse. Donc on utilise dans ces conditions-là l'islam politique. Bon, je ne suis pas très à l'aise avec l'appellation islam politique. En revanche, je suis beaucoup plus à l'aise sur la diversité des mouvements islamiques. C'est le cas avec les salafistes. Donc, je m'excuse, hein, je fais une critique sur les journalistes. Les journalistes ont pour habitude, parce qu'il faut qu'ils s'adressent à un auditoire en tenant des propos clairs, parce qu'ils considèrent que nous autres chercheurs, on n'a pas des propos clairs. Donc, ils sont obligés, merci pour votre sourire, ça veut dire que vous le prenez bien, ça veut dire la chose suivante, vous êtes contraint à simplifier les choses pour être compris. En simplifiant les choses, vous ne pouvez faire que les dénaturer. Donc, même quand vous êtes conscient de ça, vous avez aussi des pressions terribles de votre rédac-chef. Il vous dira, non, tu ne peux pas utiliser ça, c'est trop long, il faut aller vite. Voilà. D'où les ambiguïtés. Mais toutes ces ambiguïtés-là ont des conséquences politiques. Ça veut dire qu'en amont, s'il n'y a pas une réflexion sur la sémantique, effectivement, c'est des mobilisateurs, parce qu'on utilise des termes qui ont des connotations, qui incorporent des valeurs, des termes historiques, donc, que l'on connaît, qu'on a tous entendus pendant des décennies. Ça débouche sur la difficulté ensuite de sensibiliser. Maintenant, pour aller un peu plus loin, si je suis trop long, dites-le moi, je vais m'interrompre. Non, allez-y, juste préciser que c'est pour cela que Studio Tamani, la Fondation Hirondelle, prône un journalisme basé sur les faits. Voilà. Ensuite, Koufa, là aussi, il est très clair, il dit qui connaît les moudjahidines salafistes? C'est vous, les villageois. Donc, si il y a des moudjahidines qui se font tuer par les forces armées maliennes, les FAMA, ou par Barkhane, ou par ce que vous voulez, c'est vous les responsables, parce que vous êtes les seuls à nous connaître. Donc, vous faites de la délation, vous nous dénoncez. On viendra et on vous tuera. Ça, c'est un acte terroriste. Face à des menaces comme ça, permanentes, je dis bien permanentes, comment voulez-vous s'appuyer sur les renseignements issus des villageois, d'une part. D'autre part, ils sont porteurs aussi d'un ordre social, les djihadistes. Aucune société ne peut évoluer sans ordre. Et eux sont porteurs d'ordre, notamment sur des problèmes de foncier, de vol de bétail, etc., avec les méthodes qu'ils utilisent, couper la main gauche avec le pied droit, etc. C'est des pratiques, bien sûr, qui sont inacceptables. Et les négociations qui sont en cours actuellement avec certains groupes, c'est des concessions énormes qui sont faites aux salafistes, notamment sur la charia. Donc c'est une démission du pouvoir politique central. Accepter ça, au nom de la paix. Moi, j'ai tendance à penser que pour eux, la paix est une marchandise qui s'achète. Pareil avec les groupes armés laïques.
le contenu des accords de paix, c'est une marchandise qui a été achetée. On va y revenir tout à l'heure par rapport à l'accord pour la paix. Abba Kassambara, les amalgames et les exactions dans la région de Mopti, est-ce qu'elles restent toujours d'actualité? Vraiment, je remercie mon co-débatteur, mais je ne partage pas sa vision, je ne partage pas son avis par rapport à ce qu'il vient de dire. Pourquoi la population veut se révolter contre la construction de cette cellule antiterroriste en rapport avec les exactions des femmes. Nous n'avons pas connu les exactions des femmes, mais ce que nous avons connu et qui nous rend vraiment, je ne sais pas, suspect même sur la présence de ces forces internationales, c'est qu'elle est nombreuse ici à Mopti. On les voit sur les blindés, des 4x4 aller et venir tout le temps, mais rien n'a changé sur la vie sécuritaire de la région de Mopti. Ça s'empire le jour à l'avantage. Et je vous dis que j'avais eu à poser cette question. Comment est-ce que une colonne de centaines de motos peuvent venir attaquer et s'éclipser alors qu'ils ont tous des éléments de renseignement, des matériaux de renseignement à leur disposition? On ne peut pas les trucs. Donc ça veut dire que les gens finalement ne savent même pas pourquoi ils sont là. Est-ce que réellement ils sont là pour ce qu'ils ont dit, pour aider le gouvernement malien à sécuriser sa population, pour protéger la population? Nous, les gens se posent la question. Il y a eu un précédent. Le camp du G5 Sahel était à Sévaré, et ça c'était à côté du camp. Mais maintenant, c'est dans l'enceinte même du domaine scolaire qu'on veut installer ce faisceau opérationnel. C'est dans les logements du lycée Amadou Diko qu'on veut dégager pour installer ce truc-là, qui est à côté de la gendarmerie. Voilà pourquoi on emmène tout ça là à l'intérieur de la ville. Les gens ont peur. Parce que c'est une cible pour ces enfants. Et je ne partage pas aussi quand il a dit que Koufa a parlé, je ne sais pas quand et où et comment, avec les communautés pour leur dire de ne pas les dénoncer par rapport à la présence des femmes ou autres. Donc là, vraiment, je pense que nous sommes des chercheurs, mais n'envenimons pas et ne mettons pas la vie de cette communauté en danger davantage. Et maintenant, par rapport à votre question, je dirais que tout ce qu'il y a par rapport dans l'accord n'est pas à rajouter. Mais nous avons vu qu'un accord a été conclu, mais il y a certains titres et certains chapitres. On va revenir aux accords tout à l'heure. Avant de vous donner la parole, juste permettre à André Bourgeot de réagir sur ce que vient de dire tout de suite M. Kassambra. C'est que j'ai publié la traduction, l'interprétation de 10 cassettes de Koufa. Si ça vous intéresse, je peux vous envoyer la revue, c'est Revue internationale, où je cite, moi je ne parle pas Peul, donc vous pouvez vérifier. Je crois avoir mentionné aussi l'origine des cassettes. C'est très difficile de les dater parce que j'ai été obligé de les dater en fonction du contexte politique. Ça me donnait des indicateurs parce que vous savez comment les presses, ça se fait comme ça, mais il est très très clair là-dessus. Et il donne des consignes d'une précision redoutable, y compris dans les relations hommes-femmes. Il va très très loin. Donc, si vous voulez, je vous enverrai ça par Internet. Alors, une autre question que Kassambra a posée, que les populations n'arrivent pas à comprendre comment des djihadistes peuvent venir sur des motos alors qu'il y a des forces armées qui circulent sur les blindés et que celles-ci n'arrivent pas à faire face à ces djihadistes. Mais on est exactement au cœur de la problématique actuelle qui, en réalité, démontre un échec collectif des instruments de gestion des conflits mobilisés pour faire face à la crise sahélienne. On entend très souvent des critiques sur l'opération Barkhane. J'en partage un certain nombre, voire un grand nombre, mais l'impact limité, l'absence de résultats décisifs dans les opérations menées par l'opération Barkhane a pour pendant les mêmes limitations dans les résultats obtenus par les forces de la MINUSMA, par les forces du G5 Sahel, par les missions d'entraînement et de formation de l'Union européenne, ECAP et UTM, et je dirais même plus largement des limites dans les instruments en matière de développement qui sont mobilisés. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est absolument nécessaire, même si les résultats ne se feront pas sentir immédiatement, d'accepter
que les instruments traditionnels, y compris en matière d'équipement d'ailleurs, puisque cette question de l'incapacité à faire face à des colonnes de motos renvoie aussi aux instruments qui ont été mobilisés dans le cadre de la coopération militaire et de défense, qui ont préparé les armées locales à des guerres qui ne correspondent absolument pas à la conflictualité actuelle. Il est nécessaire aujourd'hui de repenser la façon dont on affronte cet ennemi nouveau, et pour cela, je pense qu'il faut aussi faire confiance aux connaissances profondes de l'environnement qu'ont les acteurs maliens eux-mêmes. Je pense que bizarrement, la faiblesse ou la posture internationale se caractérise paradoxalement par une grande maîtrise technique, on ne peut pas dire le contraire, mais par une très faible maîtrise de la complexité, notamment sociologique, anthropologique, sociale, de l'environnement d'intervention. Et de ce point de vue-là, je pense que les échecs actuels touchent en grande partie à cette question-là. Abba Kassambara, avez-vous l'impression que le gouvernement malien est dépassé aujourd'hui par la situation? Absolument pas du tout. Mais moi, je pense que le gouvernement a des mains liées. Parce par que qui? si vous voyez l'accord qui a été signé, il y a eu des garanties qui ont été prises. Oui, vous dites que le gouvernement a les mains liées. Liées par qui? Les mains liées, selon moi, ça n'engage que moi, parce que je pense qu'il y a certaines choses qui ont été limitées. Et normalement, les gens ont pris l'engagement de les accompagner, mais cet accompagnement n'a pas suivi pour la mise en œuvre de l'accord. Est-ce que vous parlez de la communauté internationale quand vous dites que des gens ont pris l'engagement? Également, c'est la communauté internationale qui a tordu la main au gouvernement pour signer l'accord. Donc c'est elle qui s'est portée garant également pour accompagner les financements, parce que l'État malien n'avait pas à l'époque où il signait quand même la garantie financière pour mettre en œuvre l'accord. Et l'accompagnement, tout ce qu'ils ont demandé, tout ce qu'ils sont en train de donner, ils doivent vraiment se reposer la question, est-ce que c'est ce dont le peuple malien a besoin? Le gouvernement a pris de très bonnes initiatives jusqu'à élaborer la politique nationale de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Et le gouvernement est en train de rentrer dans la réforme du secteur de la sécurité qui devrait être accompagnée, mais malheureusement, jusqu'à présent, ça a du peine à démarrer. Nous avons des trucs, il y a beaucoup d'acteurs, des multi-acteurs qui s'encombrent dans la région de Mopti. Et aujourd'hui, il est très facile, il faut ouvrir ton ONG, tu parles de la paix, on te demande d'aller à Mopti. Et tu es financé, le résultat, zéro sur le plan impact, on ne sent rien. Malgré la multitude et la présence de ces acteurs sur le terrain, rien n'est senti. Donc ça veut dire que ne jetons pas la peau sur le gouvernement. Le gouvernement n'a pas les moyens de le dire, mais ils ne sont pas dépassés. Si réellement on les accompagnait réellement, selon son but, selon se dire, à mettre en œuvre sa politique nationale de lutte contre le terrorisme et à mettre en œuvre la réforme du secteur de la sécurité et à accompagner le DDR comme on l'avait dit, et le problème n'allait pas être là. Mais s'il n'a pas les moyens et qu'il a, si le gouvernement n'a pas les moyens et qu'il a besoin de l'accompagnement d'autres partenaires, est-ce que cela ne veut pas dire déjà que ce gouvernement est déjà limité? Oui, dépassé. Je dis que sur le plan, le gouvernement en tant qu'acteur, je ne dirais pas qu'il est limité. Parce que lorsqu'il prenait ses engagements, on l'avait promu de l'accompagner, on avait donné une garantie. Et c'est ce qu'il n'a pas suivi. André Bourgeot, partagez-vous cette analyse de M. Kassambara par rapport au rôle de la communauté internationale qui n'a pas respecté ses engagements, selon lui, dans l'accompagnement de l'État malien à lutter contre cette insécurité? C'est à propos de la sécurité ou à propos de l'accord pour la paix? Les deux, paix et sécurité. Et pour l'accord de paix, qui a respecté? Ni la communauté internationale, ni le médiateur, ni les autorités politiques maliennes qui se sont un petit peu, pas dégagées, mais qui ont vu ça un peu de loin. Est-ce que ça veut dire que ce sont tous les acteurs qui ont échoué? Ah, je ne dirais pas que tous les acteurs ont échoué. Je dis que ça a été un choix politique qui est grave pour le Mali. Si vous voulez, je peux me donner mes arguments, développer là-dessus. Si vous prenez le contenu des accords, le préambule, la première ligne du deuxième paragraphe, on reconnaît l'existence du bien fondé de l'Azawad. Vous savez ce que c'est que l'Azawad? Donc, je vais vous dire ce que c'est que l'Azawad. Vous allez le dire pour les auditeurs, pas pour moi. Je vais vous dire ce que c'est que l'Azawad du point de vue du mouvement national de libération de l'Azawad, ex-indépendantiste. L'Azawad, pour eux, est un territoire touareg qui a appartenu à leurs ancêtres, qui a été colonisé par le Mali.
Vous pouvez reprendre je ne vais pas citer le nom du porte-parole qui a diffusé ça sur toutes les ondes. En France, on a entendu ça à longueur de temps. Ce qui est une imposture historique. Une imposture historique. L'Azawad, c'est quoi? C'est la partie qui est comprise entre Tombouctou et Arawan, et c'est les terrains de parcours, je dis bien des terrains de parcours, des sociétés de pasteurs nomades, Brabiche. Pas plus, 380 km². Le point de vue émis par les porte-parole du Mouvement national de libération de l'Azawad, ex-indépendantiste, parce que c'est le vocabulaire actuel, même s'il y a encore, j'y reviendrai probablement, des pratiques quand même qui relèvent aussi de l'indépendance de l'Azawad. C'est ça. Ça a été accepté par qui? Par tout le monde. Tout le monde a accepté ça. Et qu'on ne vienne pas me dire qu'ils ne savaient pas ce que c'était que l'Azawad. J'ai passé mon temps à dire ce que c'était de l'Azawad d'un point de vue historique et du point de vue de l'anthropologue. J'ai même précisé comment les sociétés touareg découpaient leur espace, pas leur territoire. Territoire, il y a une notion politique, c'est complètement différent. Vous avez 3 espaces. L'espace de l'Azawad, ça c'est les Barabiches. À l'est de l'Azawad, c'est l'Azawar. C'est pas la même prononciation. Et c'est l'espace qui est contrôlé par l'honorable député Bajan Aminakal des Éoulimiden, de l'Ouest. Voilà. Et ensuite, à l'est de ça, vous avez le Tamesna. Le Tamesna qui est occupé par les Tamasheks maliens, nigériens et aussi algériens. C'est aussi là, dans cet espace-là, qu'il y a des terres rares. Les terres rares font l'objet aussi d'enjeux importants. Donc à partir de là, quand vous avez la reconnaissance quasiment officielle dans le préambule, et si vous prenez le titre 1 du chapitre 2, on lui confère une reconnaissance socio-culturelle. On dit, mais où est-ce que l'on va ? Cette reconnaissance socio-culturelle légitime le bien fondé des revendications des ex-rebelles indépendantistes. Ensuite, si vous allez un peu plus loin sur le contenu, tout le contenu vise à faire en sorte que ça satisfait les revendications de la coordination des mouvements de l'Azawad. Dans les accords de paix, il est prévu aussi que ce contenu concerne toutes les autres régions du Mali. Mais il n'y a aucune description des autres régions du Mali. La seule description que l'on peut comprendre, puisque c'est la paix avec les groupes armés, ce soit le Nord. Mettez-vous à la place maintenant du peuple malien, qui lui considère que puisqu'on ne parle pas d'eux, il y a une partition. De facto, ce qui se met en place, qu'on le veuille ou non, et c'est reconnu pratiquement par tout le monde, c'est la fin de l'État unitaire au profit d'un processus politique qui va conduire à un fédéralisme. Vous êtes d'accord, vous, pour le fédéralisme? Le contenu des accords de paix n'a même pas été discuté à l'Assemblée nationale. Comment voulez-vous que les gens adhèrent à cet accord pour la paix? De plus en plus, je vois des entités qui se constituent, la société civile, des associations, etc., qui dénoncent les accords pour la paix. Ça va même plus loin. Ils disent que ça satisfait les groupes armés. Donc nous, on va prendre des armes pour revendiquer aussi notre indépendance des régions. C'est pour ça que c'est très grave. Pour faire le lien avec la dégradation de la sécurité actuelle, c'est tout ça qu'il y a derrière. Seulement, c'est pas expliqué concrètement, c'est toujours dans l'implicite. Ensuite, vous avez quand même, sur les conditions d'application de l'accord de paix, la zone de défense qui a été mise en place par la CEMA. Notamment dans la région de Gossi. C'est pas du tout son rôle. Est-ce que cet accord pour la paix et la réconciliation aujourd'hui est devenu un problème? Ça dépend la perspective selon laquelle on se situe. Selon les acteurs internationaux, cet accord est conçu comme une solution et pour un grand nombre d'acteurs locaux, il est conçu comme un problème. Lesquels, pour la majeure partie d'entre eux... est-ce qu'elle est une solution? Est-ce que cet accord, est-ce qu'il est une solution? Mais quand bien même il serait une solution, il ne serait qu'une solution partielle. On voit très bien que depuis sa signature en 2015, la situation du Mali et plus largement du Sahel a totalement changé. Cet accord porte essentiellement sur les problématiques du nord du Mali. Il n'aborde pas les problématiques propres au centre, ni celles de l'extension vers le sud du pays ou vers les pays voisins. Pour moi, c'est l'une des principales faiblesses de ce cadre de concertation. En réalité, au-delà, bien entendu, de tous les éléments à la fois relatifs à la lettre de l'accord et à son interprétation, il est partiel. Donc, il est inenvisageable que la
question du conflit malien et plus largement de l'insécurité au Sahel trouve sa solution dans cet accord de paix. Abba Kassambara, quel est votre point de vue sur cet accord pour la paix et la réconciliation? C'est ce que je veux dire. Mon point de vue, c'est de dire que, comme on l'a dit, mieux vaut un mauvais accord qu'un bon procès. Mais pour ce qui concerne ma position étant de la région de Mopti et du centre, l'accord, lorsqu'on signait l'accord, la région de Mopti n'était pas aussi embrasée qu'actuellement. Et ça veut dire que les conclusions de l'accord ne prennent pas en compte la majeure partie des préoccupations de la région de Mopti actuellement. Je prends seulement un seul point, si nous prenons le cas du DDR. Il a fallu que Mopti n'était pas dans ce processus-là. Il a fallu faire la ruse de créer un certain DDR spécial pour la région de Mopti, alors que le combat continue jusqu'à présent. L'accord a été un peu positif parce que depuis la signature, il n'y a pas eu d'affrontement direct et officiel entre les signateurs, les groupes signataires, entre les différents. Là, c'est le seul côté positif. Nous avons les structures issues de l'accord qui ont été mises en place qui ont peine à fonctionner. Là, c'est un problème qui est là. Et je dis, l'accord, compte tenu de l'évolution de la situation, doit absolument être relu et adapté à la situation contextuelle du Mali. Donc, sans cela, je pense que tel que énoncé, tel que dit, tel que signé, l'accord ne profite pas actuellement quand même vraiment au conflit actuel. Vous voyez que les clés sont en train de se déplacer du sud vers le sud également. Donc tout cela n'était pas prévu dans l'accord. Il va falloir que nous revenions et que nous revoyions forcément l'accord. Et tous les forums, tous les ateliers, toutes les actions ont recommandé la relecture de l'accord. L'accord lui-même dit qu'il est possible d'être relu en accord avec les signataires autre chose. Donc ça a été très bien dit. Mais pourquoi nous voyons que depuis 2015, la signature de l'accord jusqu'à présent, ça ne marche pas, que les gens acceptent de s'asseoir et de voir pourquoi ça ne marche pas et qu'on revienne vraiment à des mêmes sentiments pour pouvoir reproduire un accord qui pourrait amener réellement la paix et la sécurité sur tout le territoire du Mali. Donc, en résumé, par rapport à l'objectif principal de cet accord qui est de contribuer au retour de la paix et la réconciliation dans le pays, il n'y a aucun changement depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Bon, je ne dirais pas qu'il n'y a aucun changement. Je dis d'abord, le premier changement que j'ai noté, c'est qu'il y a moins d'affrontements ou pas d'affrontements entre les groupes signataires, entre les signataires de l'accord. Ça fait longtemps que nous ne voyons pas des attaques entre la CEMA, la plateforme ou les FAMA. Donc ça veut dire que là, il y a eu certains points positifs. Mais hormis cela, je ne vois pas ce que l'accord a servi. Parce que toutes les structures qui ont été mises en place, parlons de la CNDR, parlons de la CVDR, parlons des ADR, autres choses, ont du mal à fonctionner. Au-delà donc de la nécessité aujourd'hui que vous avez évoquée, M. Kassambara, par rapport à la relecture de cet accord pour la paix, M. Bourgeot, qu'est-ce qui doit changer? Il y a quand même, je crois que c'est dans l'annexe 2. L'annexe 2 stipule que l'accord ne peut pas être modifié. Vous pouvez vérifier, j'ai le document là, je peux vous le montrer, je vous le montrerai tout à l'heure. Donc si on ne peut pas le modifier, si on demande une relecture, ça demeure des déclarations d'intention. Et on voit bien que la communauté internationale, et la France est quand même partie prenante de la communauté internationale, exige l'application stricte du contenu de l'accord. L'application stricte du contenu de l'accord, on voit ce que ça a donné. Les oppositions, ça a débouché sur le renforcement des comportements de la politique anti-française. C'est quand même pas quelque chose de particulièrement positif. Alors, moi, je pense que dans les circonstances actuelles, je crois que la communauté internationale devrait faire le constat que cet accord-là n'est pas appliqué. S'il n'est pas appliqué, on peut s'interroger sur peut-être qu'il n'est pas applicable, peut-être qu'il faudrait le revoir. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller dans le sens d'un compromis historique? Je dis bien historique, parce que ça fait référence aussi à la dimension mémorielle qui est défendue par les ex-rebelles Touareg. S'il n'y a pas cette volonté politique de la communauté internationale et du médiateur algérien, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre la position de l'Algérie là-dedans qui cautionne en définitive tout ce que fait la CEMA.
Je ne comprends pas très bien. Est-ce que c'est pour se protéger éventuellement d'un mouvement Touareg qui aurait lieu dans la région de Tamanrasset? J'y crois pas du tout. Les Touaregs sont complètement minoritaires et ils ont été complètement insérés dans les structures de l'État. Au-delà de l'accord pour la paix, par rapport à la lutte contre le terrorisme, qu'est-ce qui doit changer aujourd'hui? C'est ça, vaste question. Vous avez la CSA qui est dirigée par Moussa le comité de suivi de l'accord? Non, pas simplement le CSA comme le suivi de l'accord. Si, je crois que ça s'appelle aussi CSA, qui est dirigé par Moussa Gacharatman, qui a fait une sorte de coalition pour lutter contre les djihadistes. Ensuite, il y a une scission à l'intérieur de ce mouvement-là qui était dirigé par les Daoussaïd parce que il y avait quand il luttait contre les djihadistes, il luttait aussi contre les Peuls. Donc il y a eu l'amalgame qui s'est fait en disant mais les Daoussa sont contre les Peuls. Donc ce type d'amalgame, c'est très très facile à faire des manipulations, politiques. Donc pour sortir de cette situation, c'est vrai ce que dit votre interlocuteur, votre collègue, je crois bien. Kassambara, non, il n'est pas notre collègue, il est chercheur également, coordinateur de GV Mopti. Ce qu'il dit, excusez-moi, je m'excuse auprès de lui, ce qu'il dit sur le Nord, c'est vrai qu'il n'y a pas eu d'affrontement guerrier entre les différents groupes signataires de l'accord. Mais en revanche, ça s'est essaimé pratiquement partout en dehors du septentrion malien, stricto sensu. Donc ça veut quand même bien dire quelque chose, c'est que la politique sécuritaire a failli quelque part. Ensuite, il faut se poser la question, pourquoi ça a failli quelque part et pourquoi effectivement c'est fondamentalement axé sur le Nord. Ça peut se comprendre, et c'est le discours tenu par les groupes armés ex-indépendantistes, c'est qu'ils ont été victimes de discrimination. Donc c'est toute l'idéologie victimaire qui a été en œuvre et qui a marqué des points. J'observe, pour faire le saut maintenant avec les Peuls, que les Peuls participent de la même idéologie victimaire dans les situations actuelles où il y a eu effectivement des répressions, quoi qu'en dise mon collègue chercheur, des exactions qui ont été commises par les FAMA. Ce n'est pas faire le procès des FAMA, c'est un constat. On donne la parole à Niagalé. Aujourd'hui, qu'est-ce qui doit changer dans la lutte contre le terrorisme au Mali ou dans le Sahel de façon générale? D'abord, comme je l'ai indiqué, il me semble qu'il est important de considérer que cette lutte contre le terrorisme ne peut pas uniquement aboutir à travers la mobilisation de l'instrument militaire, parce que, comme le mot que je viens d'utiliser l'indique, il ne s'agit que d'un instrument aux mains du pouvoir politique. Donc la question fondamentale est de savoir à quel objectif politique répond la mobilisation de cet instrument militaire. En d'autres termes, la mobilisation de cet instrument doit être vue comme un moyen de pression pour faire aboutir une stratégie définie par les autorités qui peut être celle de la négociation, comme cela a l'air d'être choisi et privilégié actuellement par les autorités maliennes, d'ailleurs pas qu'actuellement, les précédentes aussi, mais fondamentalement la question qui se pose aujourd'hui est celle du rapport de force entre deux projets politiques, entre deux visions de la société et entre deux contrats sociaux. Il appartient avant tout, voire exclusivement, aux acteurs maliens de savoir quel type de concessions ils sont capables de faire face à l'ennemi qu'ils combattent et avec lequel ils envisagent également ou ils ont entrepris de discuter. La vraie question est vraiment celle de l'affrontement aujourd'hui entre différentes visions de la société, et c'est le choix entre ces différentes options qui est en réalité aujourd'hui au cœur de ce qui se produit. Lutter contre le terrorisme, ça n'a pas de sens. Le terrorisme, c'est un mode de combat opérationnel. À ne parler que de lutte contre le terrorisme, on refuse de voir que les ennemis qu'on combat ont un projet politique, social, moral, sociétal, et c'est à cela qu'il faut répondre avant tout. Abba Kassambara, aujourd'hui, comment parvenir à une meilleure collaboration entre les civils et les militaires, notamment à Mopti? C'est très simple. Il suffit seulement que les civils puissent voir les forces de défense et de sécurité comme des partenaires, comme des protecteurs et non comme des oppresseurs, comme des forces oppresseurs. Là, c'est très simple. Il suffit seulement
de créer, surtout au Mali, c'est très facile. Rare de voir une famille ou autre chose qui n'est pas habitée par un militaire. Vous allez voir dans des familles assez variées ici, et s'il y a des colocataires, c'est toujours là qu'il y a les militaires, il y a les civils et tout autre qui sont ensemble, qui vivent ensemble. Mais sur le terrain, sur la pratique, c'est ce qui manque. Il faudrait qu'il y ait vraiment cette combinaison et cette complicité entre les forces de défense et la communauté pour qu'ils puissent vraiment venir à bout à ce mal. Et le second problème n'est pas que la communauté locale, il n'est pas que les femmes. Moi, le problème, je le dirais, c'est la combinaison et la coopération avec les forces internationales. C'est ce qui amène vraiment le problème. Ils sont là pour... Qu'est-ce qu'il y a comme problème à ce niveau? Ils disent, oui, il y a un problème à ce niveau, selon moi. Et ils disent que quand ils demandent la mission multidimensionnelle, la mission dit qu'elle est venue répondre à l'appel du Mali pour aider la Mali à sa stabilisation. Les Barkhane disent qu'ils sont là pour lutter contre le terrorisme, mais ils sont venus sur la demande du Mali pour aider les Maliens. Mais pourquoi ils font seuls leur mission, ils ne font pas avec les femmes, ils ne font pas avec les trucs. Et c'est ça. Normalement, ils doivent venir aider les femmes. Et si réellement... N'y a-t-il pas d'opération conjointe dans la région de Mopti, menée par les FAMA, Barkhane et même la MINUSMA? Est-ce que ça n'existe pas? Ces opérations conjointes ont montré leurs limites. Moi, ce que je voudrais, c'est que ces opérations restent derrière les femmes et qu'on appuie les femmes en renseignement et qu'on appuie les femmes en logistique, qu'on appuie les femmes dans tout ça, là, pour qu'eux-mêmes ils puissent faire le combat. Ne nous voilons pas la face. Personne ne viendra mourir pour la liberté de quelqu'un. Ça, je le dis. Et ça fait donner la raison à ce que les autres disent, que cette guerre, elle n'est pas terroriste, elle n'est pas autre chose, elle est géopolitique. Donc, ça veut dire que les gens sont venus vraiment chercher autre chose que d'amener la paix et la stabilité au Mali. Et voilà ce que les gens pensent. Mais si réellement vous êtes venus pour aider l'État malien, qui a son armée et qui aspire à sa liberté et à sa souveraineté, venez composer avec eux et faites tout. Ce qu'on appelle les missions conjointes, nous savons les limites quand même de force de sécurité du Mali. On va donc demander à André Bourgeot ce qu'il pense de cette solution que vous proposez. Est-ce que mettre les militaires maliens en avant et avec le soutien des forces internationales peut produire plus de résultats que les opérations conjointes qui sont organisées en ce moment que dénonce M. Kassambara? Je crois que c'est déjà mis en œuvre. Mais, pardon, je voudrais revenir sur l'intervention de Barkhane. Oui. Il fut un temps, je ne sais pas maintenant, mais où dans le centre du Mali, donc dans la région de Mopti, c'était essentiellement les FAMA qui intervenaient. Et la direction de Barkhane a déclaré que ce n'était pas leur rôle et leur fonction d'intervenir sur le Mali central et que leur fonction était d'intervenir dans le septentrion. Moi, bêtement, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé sur Internet et j'ai essayé de voir quel était le contenu de l'accord de défense et non pas du traité de défense. Il est bien explicité que Barkhane intervient sur l'ensemble du territoire malien. Je peux me tromper, mais enfin, c'est ce que j'ai lu sur Internet. Pourquoi, dans ces conditions, pendant un moment donné, c'était exclusivement les FAMA? Je vous pose la question. C'est à moi de poser les questions. Merci. Ça a une signification politique. En tout cas, vu de l'extérieur, ça a une signification. Je n'ai pas de réponse. J'en ai une, mais on va me dire encore que c'est... Bref. Ensuite, pourquoi dans ces circonstances-là? Parce qu'il y a un consensus qui se fait sur le fait que l'accord n'est pas appliqué. Donc, est-ce que pour débloquer la situation, on ne pourrait pas aller dans le sens de la mise en place d'une sorte d'assises nationales pour ne pas recourir à la notion de conférence nationale? Merci beaucoup. Il nous reste quelques secondes. Pardon, excusez-moi. Oui. Quelques secondes, Niagalé. Que pensez-vous de cette proposition faite par Kassambara? La difficulté est qu'il y a aussi une contradiction dans la sollicitation par les autorités maliennes de l'appui de Barkhane. Moi, je pense en effet qu'il y a une connaissance aussi du terrain qui est sans doute supérieure du côté de l'armée malienne à celle qui est celle d'acteurs extérieurs. Mais à partir du moment où on n'a pas une souveraineté et un contrôle, un réel monopole
monopole sur son appareil de défense et de sécurité, il est très difficile de ne pas se laisser imposer des tactiques opérationnelles, opératives par les partenaires extérieurs. Et c'est ce qui met fin à ce grand dialogue de Studio Tamani. Merci à nos invités, André Bourgeot, directeur de recherche du CNRS, Niagalé Bagayogo de African Security Sector Network et Abba Kassambara, coordinateur de GVIV Mopti, qui était au téléphone. À la régie audio et vidéo, Mamadou Ouattara et Gagné Kanté. Je suis Mohamedou Touré. On se retrouve demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci à toutes et à tous. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du Studio Tamani sur votre radio.